Salut à toi, chercheur d'émotions, ici Adam de Twimotion, la plateforme en ligne de création vidéo simple, complète et créative. Pour la 7e année consécutive, Twimotion analyse les tendances vidéo de l'année. Si vous souhaitez maîtriser les modes de consommation digitaux actuels ou que vous préparez activement votre stratégie de création de contenu, ce podcast est fait pour vous. J'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Parot, directrice associée de Twimotion, qui crée chaque année l'e-book qui compile les tendances vidéo de l'année. Bonjour Stéphanie. Bonjour Adam. On va parler vidéo, est-ce que tu es prête ? Parlons vidéo, c'est parti. Allez, c'est parti. J'aimerais aborder la première tendance vidéo de notre e-book. Quelque chose qui m'a beaucoup moi aussi impacté, et je pense que c'est bien qu'on l'ait mis en première tendance, c'est la vidéo verticale. Voilà, la vidéo verticale, notamment, et sa présence sur les réseaux, c'est le format mis en avant. On pense notamment à TikTok, au Reel Instagram, même aux Shorts YouTube. C'est quelque chose qui est très souvent en fait présent sur mobile. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel engouement autour de ce format ? Ça fait plusieurs années maintenant qu'on voit que la vidéo verticale de courte durée domine les réseaux sociaux. C'est principalement dû au fait que ces réseaux sociaux-là ont mis en avant, via leur algorithme, ces vidéos courtes. Elles les lancent en autoplay. Elles font en sorte que ces vidéos-là soient disponibles pour une audience qui recherche par centre d'intérêt des vidéos. Ce qui fait que tout simplement, comme les tendances suivent au final les algorithmes des réseaux sociaux, comme ces réseaux Insta, TikTok dont tu as parlé, les shorts YouTube aussi, et puis maintenant LinkedIn, qui s'est mis aussi à avoir son propre feed vidéo, il se trouve qu'on suit le mouvement. Il y a quelques années, la vidéo, c'était principalement un format paysage. Ouais. D'une durée de 2-3 minutes. Aujourd'hui, les vidéos, effectivement, elles sont plutôt dans un format d'1 minute en termes de durée, en mode vertical, et elles ont comme objectif d'aller chercher de l'audience. Donc on est vraiment sur de la vidéo de découverte, de la vidéo d'actualité ou de teasing, où le but, c'est d'aller agrandir son audience. Contrairement à d'autres formats vidéo qui vont être sur les réseaux sociaux, mais dont le but, c'est de toucher les abonnés. Donc de fidéliser ou de créer de l'engagement, c'est-à-dire une réponse, un commentaire. Sur toutes ces vidéos de courte durée et en mode vertical, on est vraiment sur de la découverte. Et on est plutôt sur une recherche de partage. Et ensuite, si tout se passe bien, on s'abonne aux différentes chaînes de ces réseaux. En parlant du coup de cette facilité que tout le monde a maintenant à faire de la vidéo quali, il y a aussi un outil qui est là pour faciliter énormément les choses, forcément, c'est l'IA. L'IA générative, elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Même, je dirais qu'elle bouscule les conventions, parce qu'il suffit d'avoir un prompt quelque part, et en un clic, on a son script, on a des plans, même on peut avoir son montage entier quelque part. Et forcément, ça rend la vidéo, le montage vidéo beaucoup plus accessible, ça facilite beaucoup le travail de la vidéo, mais est-ce que pour toi, quelque part, ça le rend vraiment plus simple ? L'IA, l'intelligence artificielle, ça révolutionne énormément de pans du digital et ça révolutionne la création vidéo et le montage vidéo. Ça, c'est un fait, c'est incontournable et plus le temps va passer, plus ça va s'améliorer effectivement et apporter de la facilité dans la création vidéo. Aujourd'hui, l'IA va permettre effectivement d'avoir plein de petites applications qui vont te permettre de gérer un meilleur son, qui vont te permettre de synthétiser tes phrases, qui vont te permettre de créer un petit rush vidéo ou une image qui soit réellement celle que tu veux. Ouais. Le problème, c'est que ça ne te fait pas énormément gagner de temps. Parce que si tu commences à prendre un abonnement pour faire ton petit rush vidéo, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, pour créer avec un prompt un rush vidéo, donc une petite vidéo de 2-3 secondes, tu as 4-5 outils qui te permettent de le faire. Ouais. Si tu fais faire la même chose avec une image, tu te rends compte qu'il y a une dizaine d'outils aujourd'hui, faciles, qui te permettent avec un prompt de faire des images sur mesure. Donc tu vas perdre énormément de temps au final, à prendre un abonnement à gauche, un abonnement à droite, et tu vas te retrouver avec plein de toutes petites pièces. Oui. Donc je vais avoir 2-3 images, un rush ici, je vais avoir mon texte là. Et du coup, là où ça te simplifie, tu vas quand même perdre du temps parce qu'en fait, tu t'éparpilles. C'est pour ça qu'à mon sens, aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel des choses, en 2025, d'avoir un outil un peu comme le nôtre, mais on n'est pas les seuls, attention, mais qui te permettent en fait de savoir qu'à l'intérieur d'un outil plus complet de montage vidéo, tu vas pouvoir retrouver des fonctionnalités IA qui ont été pensées pour te faire gagner du temps et te faciliter la vie.
Je pense que c'est aujourd'hui pour un professionnel le meilleur des combos. Après, quand tu es indépendant, quand tu es graphiste ou quand tu es créateur de contenu indépendant, que tu aies énormément de temps, que tu as envie de tester pour connaître les différents outils, je comprends totalement. Mais quand tu es responsable communication ou responsable marketing ou chef de projet, tu dois sortir de la vidéo pour ton entreprise à un certain rythme. T'as pas le temps d'aller tout tester, t'as pas le temps d'aller tout voir. C'est vrai. Surtout qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont annoncées marketingement, mais qui sont encore de l'ordre du prototype. C'est-à-dire que c'est très très beau visuellement, c'est très très bon ce qu'il faut, mais c'est pas encore complètement accessible à des professionnels qui ont besoin quand même d'avoir un résultat qualitatif direct. Donc oui, l'IA est une révolution majeure, ça facilite le travail. En termes de rapidité, aujourd'hui, si c'est intégré dans des outils plus complets, tu gagneras du temps. Si tu veux t'amuser à tout tester par toi-même, tu perdras du temps. Exactement. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, ça, l'identité visuelle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui tend à beaucoup changer, à beaucoup évoluer. Et il y a moi notamment un autre format en fait qui m'intéresse beaucoup parce que j'en consomme beaucoup personnellement, c'est le podcast. Et le podcast du coup devient podcast vidéo. En ce moment, c'est quelque chose qui change de visage. On parlait de changement d'identité, de visage. Là, c'est le concept tend à évoluer. Et c'est quelque chose aussi qui concerne notre manière, je pense, d'écouter ou de regarder un podcast. Je sais que la plupart des jeunes de la nouvelle génération, etc., aiment beaucoup regarder le podcast, alors que la plupart des personnes qui avaient l'habitude d'écouter des podcasts avant préfèrent écouter l'audio. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette hybridation du format du podcast? Elle n'est pas si nouvelle, cette hybridation du format. Elle a débuté, alors, si ma mémoire est bonne, un peu dans les années 2000. C'est les radios qui ont lancé ça. La première radio, je crois que c'était Skyrock. Alors, tu connais pas ça, t'es trop jeune. Mais dans les années 2000 environ, Skyrock, tu pouvais l'écouter à la radio. Mais ils se sont rendus compte qu'en lançant le rap, ils avaient une génération très jeune qui écoutait leur radio. Et en même temps, il y avait un petit nouveau qui se lançait, qui s'appelle YouTube, qui aujourd'hui n'est pas complètement nouveau, mais à l'époque, il l'était. Et ils ont eu la bonne idée de se dire, comme c'est un nouveau réseau, les jeunes sont dessus, on va faire des petites vidéos qui vont venir ajouter du contenu en plus de notre radio, effectivement, sur YouTube. Et ça a cartonné. Et après, toutes les radios, petit à petit, sont venues dans le jeu. Et aujourd'hui, tu vois, 20 ans après, tu peux écouter, bien sûr, les radios sur les ondes, mais tu peux écouter sur Internet. Mais sur YouTube, tu vas retrouver toutes les émissions. Et elles ne sont plus maintenant que du contenu en plus. Maintenant, elles se filment en live et tu vas pouvoir regarder ces émissions soit en totalité, soit avec des petites capsules vidéo. Et c'est devenu quelque chose de complètement normal en radio. Et cette hybridation-là, voilà, elle a débuté avec la radio et aujourd'hui, on la retrouve énormément dans le podcast. Et c'est intéressant parce que le podcast, c'est vraiment aujourd'hui le format de l'expertise. Ouais. Il va reprendre les mêmes codes. C'est-à-dire que tu peux l'écouter sur toutes les plateformes audio qu'on connaît, mais tu vas pouvoir le regarder aussi sur YouTube, aussi sur Spotify, qui maintenant te permet de regarder des podcasts en vidéo. Tu vas pouvoir avoir la version longue. La jeune génération va plutôt regarder, comme tu le disais, les podcasts sur YouTube. Ouais. Notre génération à nous a plus l'habitude de l'audio, va peut-être plus les écouter. Mais aussi, ça va dépendre de ton mode de consommation. C'est-à-dire que si tu es en voiture, si tu es en train de faire ton jogging, l'audio est plus pratique que la vidéo. Par contre, si tu es dans les transports publics, que tu as 1 heure de déplacement pour aller bosser, c'est sympa de regarder ton podcast directement en vidéo. Donc, c'est pas qu'une question de génération. C'est aussi ce que tu fais, comment ta vie est organisée, qui va t'orienter plus ou moins sur la vidéo ou sur l'audio. Et il y a certains podcasts que tu vas écouter, et puis il y en a d'autres que tu vas regarder. La plupart des trends vidéo viennent de TikTok ou Instagram. Et je pense que ces deux réseaux-là sont vraiment des leaders dans leur manière de dicter comment en fait vont marcher les vidéos de manière virale. Toi, à quel point est-ce que tu penses que Instagram et TikTok sont vraiment incontournables ? Aujourd'hui, on estime dans la com vidéo qu'Instagram et TikTok sont des lanceurs de tendances. Clairement, c'est l'épicentre de la créativité. Pourquoi ? Parce que c'est des réseaux où il y a énormément de créateurs de contenu, d'influenceurs, dont leur activité première, c'est de faire des formats vidéo qui soient les plus engageants possibles, qui soient les plus regardés possibles. Donc forcément, ils vont essayer de tester des formats, ils vont démultiplier des formats, et ils le font principalement sur Insta et TikTok, alors aussi un petit peu sur YouTube.
mais Insta et TikTok restent quand même des leaders dans cette créativité vidéo. Ça, c'est important. C'est important aussi de se dire que plus une entreprise arrive à prendre les codes du réseau sur lequel il essaye d'exister, donc d'avoir de la visibilité, c'est ce que j'entends par exister, et ben, plus il a des chances d'y arriver. Alors c'est pas je prends les codes, je mets mon contenu égal, j'explose, mais on se rend compte qu'il y a quand même des belles réussites. On peut prendre l'exemple de Leclerc. Je sais pas si tu as vu ou si tu suis, il y a une petite ville qui est en Bretagne. Oui, je vois de quoi tu voilà, parles, ouais. qui s'appelle Pont-l'Abbé. Ouais. Et ils ont un Leclerc et ils ont des community managers dans ce Leclerc qui se sont amusés à reprendre les trends TikTok et Insta. Et eux, ce qu'ils ont à faire, ce qu'on leur demande de faire, c'est faire la promotion locale. Donc effectivement, la promotion des 4 baguettes de pain. Donc, c'est pas en soi un contenu hyper engageant, hyper facile à venir promouvoir, en tout cas sur un réseau social. Et donc du coup, ils vont faire ce qu'on appelle de l'infotainment. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un contenu donc de publicité ou d'actualité et ils vont le tourner de manière un peu humoristique. Et donc, tu vas aller voir effectivement s'ils ont une promotion dans leur poissonnerie, prendre un poisson dans les mains, se prendre un seau d'eau dans la tête et dire « Ah bah, le poisson est frais aujourd'hui ». Des choses comme ça. Très court, mode vertical, 15-20 secondes. Et en fait, ça marche parce que c'est exactement dans les codes de TikTok et d'Insta. Et donc, tu te retrouves avec une ville comme Pont-l'Abbé, je crois que ça doit faire 6000 habitants, un truc comme ça. Et ils ont leur compte qui fait 200 000, à peu près 200 000 abonnés. Donc, tu vois bien que ça dépasse complètement le cadre de la ville. Mais pour la marque Leclerc, ça leur permet d'avoir une visibilité pour tous aussi les supermarchés à côté. Parce qu'ils ont trouvé des community managers qui sont... vraiment en capacité d'aller récupérer une trend et le mettre en action. Alors après, là c'est très spécifique, c'est un joli cas d'école. Ils sont dans ce qu'on appelle le B2C, donc ils sont dans la grande consommation. C'est beaucoup plus facile que dans le B2B. On voit que Welcome to the Jungle essaye aussi de faire ça sur YouTube avec une tonalité très décalée, effectivement, pour parler du recrutement. Mais après, il faut regarder par rapport à sa propre identité de marque jusqu'où on peut aller dans l'infotainment. Tu parlais de Welcome to the Jungle. Alors c'est drôle parce que justement, c'est une marque qui est très présente sur YouTube. Et YouTube, justement, qui est notre prochaine tendance, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que YouTube, c'est une plateforme qui est devenue hybride entre le réseau social qu'elle est un petit peu devenue aujourd'hui avec les YouTube Shorts, sa consommation sur mobile, etc. Et l'endroit où les grands youtubeurs sont devenus en fait des producteurs, des vrais influenceurs vidéo. Et il ne va pas du tout y avoir la même méthode de consommation. Que ce soit, du coup, si comme tu parlais tout à l'heure, on a 1 heure de transport, on regarde notre téléphone pour se divertir, pour s'occuper l'esprit. Et la vidéo qu'on attend depuis 1 mois, qui a pris beaucoup de place et de temps à être préparée, et on va la regarder sur notre téléviseur. Toi, par rapport à YouTube, comment est-ce que tu vois la chose ? YouTube, c'est le premier réseau, j'allais dire la première télévision, mais aussi le premier réseau vidéo. Comme je le disais, ils sont là depuis 20 ans. 20 ans, être toujours leader dans un milieu aussi concurrentiel qu'est le digital, c'est quand même remarquable. Et ils le sont parce qu'ils arrivent beaucoup à adapter leur réseau justement aux différentes tendances. C'est-à-dire qu'ils sont très adaptables, ils ne restent pas figés. Si tu regardes ce que faisait YouTube il y a 20 ans et aujourd'hui, la plateforme d'aujourd'hui, ils bougent beaucoup, ils s'adaptent. On l'a vu il y a 2-3 ans avec le lancement des shorts YouTube, qui est tout simplement un rattrapage de ce que faisait TikTok et de ce que faisait Instagram. Ils ont lancé leurs shorts pour faire comme eux, donc ils sont capables de s'adapter. On le voit avec le podcasting. Avant, on avait Google Podcast. Aujourd'hui, Google Podcast, parce que YouTube appartient à Google, Google a dit maintenant on va sur YouTube et le podcast sera sur YouTube parce que justement avec cette hybridation et le fait que les podcasts sont de plus en plus vidéo, ils ont trouvé ça logique d'aller sur une plateforme vidéo. Il y a toujours les chaînes qui sont là depuis 20 ans sur lesquelles on peut mettre par playlist différents types de vidéos. Et maintenant, comme tu le disais, ils ont fait naître des créateurs de contenu qu'ils ont beaucoup aidé, supporté.
À l'origine, ces créateurs de contenu faisaient des vidéos un peu dans leur chambre, de manière très authentique, mais pas professionnelle. Et aujourd'hui, on les voit. Ils ont, pour la plupart, comme Squeezie, ils ont des studios de prod, en fait. Donc, ils sont une dizaine, ils ont des studios de prod et ils ont des budgets qui sont de l'ordre de l'audiovisuel. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, l'arrivée aussi des TV connectées, il y a quelques années, fait qu'aujourd'hui, tu as l'application YouTube sur beaucoup de télé en France, et tu vas pouvoir regarder YouTube sur ta télévision. Et tu n'as pas la même consommation dans ton canapé le soir en rentrant qu'effectivement sur un smartphone. Donc quand tu es dans ton canapé, tu attends à avoir un programme qui est plus élaboré, plus long, tu as plus le temps. Et donc, tu vas aller plutôt vers cette nouvelle création de contenu fait par les influenceurs devenus producteurs de contenu. Et puis, par contre, ils vont continuer à développer plein d'autres types de formats, dont les shorts, qui, eux, sont plutôt dédiés au smartphone. Parce que regarder plein de shorts sur ta télé, tu peux, mais bon, au bout d'un moment... C'est pas très adapté. C'est pas très adapté, voilà. Donc, ce qui est difficile pour une marque, c'est que tu te retrouves avec... on te dit, je crois qu'il n'y a pas une marque, il n'y a pas une entreprise qui n'est pas sur YouTube. En tout cas, si ça l'est, faut vraiment vous dépêcher d'y aller quand même. Mais du coup, sur YouTube, tu peux tout faire. Et donc, quand on dit tout faire en communication, c'est rien faire au final. Parce que forcément, ils te font un angle d'attaque. Donc, c'est très important quand tu es une marque de te dire, OK, où est mon public ? Est-ce que je cible plutôt effectivement une chaîne qui est orientée contenu court et donc du coup les gens vont regarder plutôt ça au bureau ou dans les transports ? Ou est-ce que j'ai envie d'être un leader d'opinion, produire des émissions très élaborées, faire plutôt de l'image de marque ? Et à ce moment-là, je vais être sur de la production quasiment audiovisuelle. Tu peux faire les deux, mais en tout cas dans ta tête, il faut que la stratégie elle soit quand même assez claire et que tu saches pourquoi tu fais les choses. Donc pour moi, il y a vraiment... La stratégie YouTube, c'est une stratégie en tant que telle au sein de ta communication. Oui. Peut-être encore plus que le fait d'être sur Insta ou sur TikTok, où c'est plus simple d'élaborer, on va dire, ta stratégie, tu vois où tu veux aller. Sur YouTube, il y a une vraie prise de conscience de dire, je peux tout faire. Donc rien faire. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, et avec quels moyens je le fais. Parce qu'encore une fois, produire des shorts YouTube... il y a plein de gens dans ton entreprise qui peuvent le faire avec leur smartphone, avec des outils de montage comme Twimotion. Faire de la production audiovisuelle et venir concurrencer des créateurs de contenu comme Inextag ou Squeezie, il faut quand même avoir un budget et avoir des agences derrière toi qui vont t'aider. Donc voilà, là aussi, toujours réfléchir à ce qu'on veut faire et savoir le faire. En parlant de réseau social, il y en a un qui a un petit peu moins bien tenu sur le long terme par rapport à la vidéo bien sûr, c'est LinkedIn. LinkedIn qui revient en force et qui a complètement changé de stratégie récemment. Là, je scrollais un petit peu et en fait, je me suis rendu compte, en tout cas sur l'appli mobile, qu'il y a un fil vidéo qui est du coup forcément inspiré de Instagram, etc. Donc c'est quand même un virage stratégique assez récent. Qu'est-ce que tu penses de cette décision ? Enfin Enfin Non, en fait, LinkedIn... je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2020, ils ont lancé un format vidéo qui était le Story. Alors, il ne l'avait pas sorti de nulle part. Il avait déjà pris à Insta qui faisait ses stories. Tu sais, c'était les vidéos éphémères qui disparaissaient. Et ils avaient dit, voilà, sur LinkedIn, vous allez raconter un peu votre vie au travail, vous allez un peu nous montrer comment vous travaillez. Et ça durera 24 heures et ça disparaîtra. Ça n'a pas du tout marché. Mais pas du tout marché. Du coup, au bout d'un an, ils ont carrément stoppé la fonctionnalité. Et après, il ne s'est plus rien passé. Donc, bien sûr, tu peux mettre sur LinkedIn des vidéos en format paysage, en format vertical. Mais pendant longtemps, d'ailleurs, LinkedIn, c'était plutôt du format paysage. Et depuis donc, l'été 2024, ça doit... Oui, je crois c'est ça. Donc, à peu près, ouais. C'est récent. Ouais. Ils ont sorti effectivement un fil vidéo sur tout ce qui est smartphone, tablette, et sur ordinateur, tu vas avoir un carrousel vidéo qui se met à l'intérieur de ton mur de publication. Ils relancent ça, donc cette fois-ci en mode Reels, clairement. Donc là aussi, on est beaucoup sur je veux faire comme Insta. Ouais. Écoute, aujourd'hui, on y trouve énormément de coachs, de freelance qui veulent donner des conseils. On est beaucoup sur le développement perso-professionnel, on va dire, un peu les deux. À voir.
Il n'y a pas énormément de marques aujourd'hui qui ressortent à l'intérieur, à voir comment ça va se comporter. Moi, je leur souhaite de réussir, parce que je trouve que c'est difficile en 2025 d'être un réseau social et de ne pas avoir des formats vidéo qui marchent. Donc, je souhaite à LinkedIn de réussir ce pari de la vidéo, parce qu'on sent qu'ils ont envie et que ça fait longtemps qu'ils tournent autour et qu'ils arrivent à trouver le bon mixte, on va dire, qui leur permet d'avoir du contenu vidéo qui remonte, qui soit engageant, au même titre que le font YouTube, Insta, TikTok, &Co. Et Facebook, bien sûr. C'est vrai que c'est bien sur LinkedIn que les gens se mettent à faire plus de vidéos eux-mêmes parce que forcément ils deviennent un petit peu... ils entrent dans cet état d'esprit d'influence. L'influence, voilà, c'est un mot qui est très important et qui revient souvent dans notre e-book. Et aujourd'hui sur les réseaux, les influenceurs, ils ont un rôle déterminant sur la manière dont les gens vont consommer la vidéo, et notamment sur les vidéos de vente. Parce que beaucoup de ventes maintenant, le shopping, en tout cas digital, se fait via les vidéos de micro-influence, etc. Comment tu trouves où est-ce que tu te situes par rapport à cette tendance ? Voilà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'univers de l'influence. Alors moi, je différencie 3 types d'influence. D'accord. Notamment, quand tu parles de social shopping, on a tout de suite en tête les influenceurs. Ouais, alors aujourd'hui, ils préfèrent qu'on les appelle des créateurs de contenu. Et c'est vrai parce que je faisais la réflexion il y a pas longtemps, quand on parlait de YouTube. Les influenceurs, au début, c'était des gens qui avaient une communauté. Ils se filmaient par eux-mêmes, mais le but, c'était d'être très proche de personnes qui pensent et réfléchissent comme eux. Et ils se sont énormément professionnalisés dans la création de contenu. Et aujourd'hui, c'est un métier qui émerge en tant que tel, de créateurs de contenu qui possèdent une communauté. Mais c'est différent, parce qu'avant, c'était une communauté qui faisait de la vidéo, enfin, entre guillemets, quelqu'un qui a une communauté qui faisait de la vidéo. Aujourd'hui, c'est des créateurs de contenu qui vont posséder en plus une communauté autour d'eux. Ces gens-là, ils sont payés pour faire ça. Donc déjà, c'est pour ça qu'on est dans du social shopping. On l'oublie, mais maintenant, la loi là, qui est passée en France, qui notamment fait en sorte que systématiquement, tu mettes, quand c'est un contenu sponsorisé, l'idée, c'est des gens qui sont devenus des professionnels et qui sont payés pour faire des vidéos dont le but est de vendre un produit. Mais ce qui est intéressant, et moi ce qui m'amuse, c'est aussi tout ce qu'on appelle UGC. Tu sais, c'est les utilisateurs qui justement regardent les influenceurs depuis quelques années, se sentent proches de leur manière de se comporter et qui vont prendre leur code et eux-mêmes commencer à vendre des produits. Sauf qu'eux, ils ne sont pas payés pour le faire. Et là, pour les marques, ça devient intéressant. Tu dis, waouh, c'est génial. Parce que du coup, avant, je devais payer des influenceurs. Maintenant, je vais payer un influenceur. Et derrière, je sais que toute sa communauté, enfin, une partie de sa communauté va, entre guillemets, s'amuser à faire la même chose avec mes produits. Mais ça, c'est gratuit. Alors, c'est bien, mais ça marche plutôt bien en B2C. Là aussi, quand on est en B2B, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, il faut se dire que là, autant quand on travaille avec un créateur de contenu, on maîtrise globalement la relation, ce qu'on va dire et la manière dont il présente le produit. Quand tu passes en UGC, faut un lâcher prise, quoi. Parce que la manière dont les gens vont promouvoir ton produit, là, tu ne le maîtrises pas. Et comme il n'y a pas de relation commerciale, voilà. Mais c'est un peu le Graal de tout marketeur aujourd'hui, c'est de se dire, je vais travailler avec 2-3 influenceurs qui ont une communauté forte. Il va promouvoir mes produits de manière professionnelle, parce qu'ils sont de plus en plus professionnels. Et derrière, une partie de sa communauté va aller acheter ces produits-là, et lui aussi, à leur tour, va se filmer et faire à leur tour la promotion. Donc ça, c'est un peu le cercle vertueux de l'influence qui marche lorsque tu es une grande marque. C'est vrai que si tu es une marque un peu inconnue, c'est un peu plus difficile, mais quand tu t'appelles Nike ou quoi que ce soit, forcément, ou dans le luxe, forcément, ça marche plutôt bien. Et après, tu as une troisième forme d'influence sur le web, qui sont les ambassadeurs de marque. Donc ça, c'est des employés dans une entreprise. Tu vois, on pourrait le faire. Et l'entreprise a des politiques qui te permettent de dire, si tu commences à parler de l'entreprise sur LinkedIn ou sur Facebook, de faire des commentaires sur ta manière de travailler, de parler bien sûr positivement de ton entreprise ou des produits que tu vends, eh bien, tu vas pouvoir effectivement soit avoir des primes, soit avoir peut-être une promotion plus facilement. Donc ça, c'est bien, simplement, ça doit être encadré. Parce que la question de ça, c'est que du coup, on est un petit peu dans l'influence du début, c'est-à-dire que c'est du contenu sponsorisé,
mais un peu caché. Tu sais jamais si ces ambassadeurs de marque, effectivement, il y a une politique à l'intérieur de la société qui pousse ça ou pas, ou est-ce qu'ils le font complètement naturellement, de manière purement authentique. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas vraiment encadré, ça dépend de chaque entreprise, mais c'est très puissant, notamment sur LinkedIn, qui est l'endroit du personal branding. Si tu arrives à avoir 3-4 collaborateurs à toi qui s'expriment bien, qui ont envie de promouvoir leur entreprise, et ben sur LinkedIn, c'est l'endroit effectivement où tu peux vraiment développer cette partie-là. L'UGC a beaucoup de bénéfices, c'est certain, dont un, plus forcément on va mentionner ta marque, plus ta marque sera présente dans les recherches. Et le trafic web, c'est quelque chose qui est aussi en train de changer. L'époque où Google était le centre de toutes les recherches, parce que forcément les réseaux ont un petit peu pris le pas, ou en tout cas lui ont emboîté le pas sur ce domaine-là. Les gens en fait vont surtout rechercher directement auprès de ces applications ou forums, Reddit, ce genre de choses, pour mieux se renseigner. Et c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Est-ce que tu penses que inclure de la stratégie SEO est toujours essentiel, puisque forcément les choses sont un petit peu changées? Oui. Ah oui, oui, le SEO et Google, le moteur de recherche, ça reste la base de toute stratégie de référencement et c'est important de le garder. Tu parlais de ce trafic web, effectivement, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je pense que 90% effectivement du trafic passait par Google, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu tapais dans Google un mot-clé qui t'amenait ensuite à aller sur des forums ou sur YouTube ou ailleurs. La différence, c'est qu'au fil des années, ça s'est un peu érodé. Et notamment, on parle de cette nouvelle génération, mais qui arrive avec des modes de consommation qui sont différents. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, le réflexe Google en termes de moteur de recherche est moins inné. Je ne sais pas si c'est inné d'ailleurs comme réflexe, mais est moins automatique, on va plus dire ça, que ça ne l'était peut-être dans nos générations. Et aujourd'hui, ils vont plutôt aller directement sur YouTube. Quand tu parles tuto aujourd'hui à un jeune de 20 ans, il va taper YouTube pour trouver un tuto. Quand tu vas effectivement vouloir trouver, je ne sais pas, un clip musical, tu peux aller sur YouTube, mais tu vas aussi aller sur TikTok, effectivement, pour regarder et suivre des artistes que tu aimes bien. Du coup, ce réflexe de taper google.com, il est de moins en moins fréquent. Et on voit dans les différentes études qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le moteur de recherche, donc ta première intention de taper dans Google, c'est 63% du trafic. Alors attention, c'est encore énorme, c'est la majorité. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de SEO sur Google, c'est faux, c'est la base. Par contre, tu ne peux plus faire que ça. Ouais. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut te dire que c'est ta base, et derrière, tu dois par contre être présent sur d'autres carrefours d'audience, parce que certaines personnes vont y aller directement. Ils vont aller chercher directement les jeux vidéo, ça va plutôt être Twitch, effectivement. Ils vont aller sur des plateformes qui sont plus spécialisées. Ouais. Et ça, ce changement, on le ressent de plus en plus là en 2025. Et du coup, il faut s'y adapter. Et quand tu parles de Twitch, quand tu parles de TikTok, quand tu parles d'Insta, on va pas refaire le monde, quand tu parles de YouTube, le format majeur de tous ces réseaux-là, c'est la vidéo. Donc forcément, dans ton mix même de SEO, tu es obligé aujourd'hui d'inclure des formats vidéo divers et variés parce que y a toute une partie de la population qui va rechercher des informations en dehors du moteur de recherche YouTube. Donc de plus en plus, tu es obligé de faire un mix de contenu. Et la place de la vidéo dans ce mix de contenu, il est de plus en plus important parce qu'il impacte ton référencement. Et par rapport à ces communautés, justement, par rapport à ces nouvelles plateformes de réseau, etc., il y en a une qui est particulièrement influente en ce moment. Je pense à Twitch, je pense à YouTube Live, etc. C'est le live stream. Un nouveau mode, on va dire, de production et de consommation vidéo. Ce format un petit peu, parce qu'on parle de format, mais surtout d'événements hybrides entre les gens qui sont sur place, les gens qui assistent à la rediffusion, et les gens qui ensuite vont voir la vidéo une fois qu'elle est postée, donc le replay, ça prolonge quelque part la durée de vie et le mode de consommation de tout le monde de ces formats, de ces événements vidéo. C'est quelque chose qui est beaucoup développé aujourd'hui, qui est très très suivi, pour des très très gros événements qui plus est.
Selon toi, d'où provient cet engouement? Le Covid. C'est le Covid qui a lancé réellement le live stream. Pourquoi? Eh ben parce que cette crise sanitaire nous a tous renvoyés chez nous. Et il y a plein de professionnels qui, dans leur métier, n'avaient pas besoin d'utiliser des outils de webinaire comme Zoom ou comme Microsoft Teams, ou de réunions en ligne, qui ont dû s'adapter technologiquement pour continuer à travailler. Or, si aujourd'hui tu veux regarder un live stream ou si tu veux regarder un webinaire en ligne ou si tu veux faire il faut savoir utiliser ces outils-là. Et tout d'un coup, 99,5% des professionnels qui travaillent effectivement derrière un bureau, parce qu'après tu n'en as pas forcément besoin dans d'autres métiers, ont appris à utiliser ces outils-là. Et bien ça, c'est ce qui permet derrière aux entreprises de pouvoir proposer du live stream, parce que les gens savent se connecter. Parce que les technologies aussi, comme Microsoft Teams ou Zoom, ils ont énormément fait évoluer leurs produits pendant cette période-là pour répondre juste à cette capacité aussi de pouvoir tenir la charge, de pouvoir équiper tous les professionnels du monde, donc c'est quand même un gros truc. Donc la technologie est plus mature. Les entreprises ont appris à organiser des lives, et derrière, tu as des gens qui savent se connecter. Donc tout est là. Donc aujourd'hui, on est sorti de cette crise-là. Mais cette habitude de se dire, ok, on va se connecter, on va faire une réunion en ligne, on va suivre un webinaire entre midi et 2 ou un live stream et d'un event, c'est resté. Et aujourd'hui, c'est vraiment un format hybride, encore une fois, décidément, c'est un peu peut-être le mot 2025. C'est un format hybride parce qu'on va revenir en présentiel, parce que on peut le faire et que c'est quand même agréable d'avoir un rapport humain avec les gens, mais que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles habitent trop loin ou elles ne sont pas dans la même ville ou elles n'ont pas le temps, puissent elles aussi bénéficier de cet événement et de ce contenu. Aujourd'hui, on peut le faire avec les technologies du live. Et ça, c'est super. Parce que qu'est-ce qu'a apporté la technologie du live stream? C'est qu'effectivement, tu as ton événement sur le moment, mais derrière, tu vas avoir un replay. Et ce replay-là, tu vas pouvoir, sur des outils comme les nôtres de montage, faire une petite intro, faire une conclusion, mettre un sous-titrage automatique. Tu vas même pouvoir traduire si tu as une audience qui peut être dans d'autres langues. Et tu vas pouvoir le mettre sur une plateforme type YouTube. Tu vas pouvoir chapitrer, parce que c'est des webinaires généralement qui peuvent être assez longs, ou du live stream qui peut être assez long. Tu vas pouvoir chapitrer sur YouTube et continuer à faire perdurer ton événement plus longtemps que ce moment précis du live. Et ça, c'est vraiment tout bénéfice, parce qu'on sait tous, pour une entreprise, une marque, un événement en présentiel, c'est du temps, de l'organisation, de l'argent. Donc si tu peux le faire en sorte que ton événement touche un plus grand nombre de personnes, et en plus soit plus long dans le temps, c'est bénéfique. C'est que du bénéfice en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a cette hybridation aujourd'hui des événements, où effectivement on va mélanger du présentiel avec une technologie de live stream. Et c'est 2Emotion, on le fait. Notre dernier webinaire qu'on a fait sur l'IA et la vidéo, c'est ce qu'on a fait. Totalement. Et c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus stressant en termes d'organisation quand même, faut le dire, parce que tu gères à la fois du public et en même temps tu as des caméras qui te filment, etc. Il faut que ça se passe bien aussi en live. Donc pour l'organisation, c'est un peu plus stressant. Mais par contre, les bénéfices pour l'événement en lui-même et pour l'impact de ton événement, il est sans commune mesure avec un simple petit déjeuner ou un simple présentiel. Merci Stéphanie, on a terminé les principales tendances vidéo de cette année. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement directement sur notre site. Donc encore une fois, l'e-book des tendances vidéo de 2025, le lien est dans la description. Un mot pour la fin, Stéphanie ? Écoute, si je devais terminer ce podcast, je te dirais que pour moi, ce qui est vraiment important depuis maintenant quelques années, et cette année va encore le prouver, c'est qu'on est de plus en plus tous des streamers. Donc on visionne de la vidéo, mais on devient tous des créateurs de contenu aussi. Et il n'y a plus vraiment cette différenciation qu'on pouvait retrouver dans le monde de la vidéo il y a une dizaine d'années, où il y avait d'un côté ceux qui créaient le contenu et qui savaient le diffuser, et ceux qui étaient passifs et qui recevaient le contenu. Aujourd'hui, on a tous la possibilité, avec la démocratisation des outils,
de prendre la parole, de s'exprimer, et en même temps, on est aussi des consommateurs. Et c'est un vrai changement de paradigme qui a ses points positifs et ses points négatifs, mais ça veut dire, dans le cadre professionnel, que chaque marque, chaque entreprise aujourd'hui peut prendre la parole en vidéo et ne doit pas avoir peur de prendre la parole en vidéo parce qu'il trouvera dans son entreprise un collaborateur qui a déjà fait ça dans sa vie perso avec des apps sur son téléphone ou quoi que ce soit, et il trouvera dans le monde professionnel des outils plus professionnels qui vont permettre à ce collaborateur qui a déjà sa maîtrise de la vidéo de pouvoir l'utiliser dans un monde plus pro. Et voilà, et on se dit que quand on crée du contenu aujourd'hui, on crée du contenu aussi pour des gens qui sont des créateurs. Donc ça change aussi un petit peu l'angle. On sait que les personnes en face, elles peuvent nous répondre en vidéo, elles peuvent aussi participer à un débat. Le podcast, c'est un très bel outil de conversation. Et de plus en plus, les entreprises veulent rentrer dans cette conversation avec leurs partenaires, mais aussi leurs consommateurs. C'est l'UGC, on l'a dit, mais c'est aussi l'influence. C'est tout ce qui va permettre d'avoir une vraie conversation, une vraie authenticité entre la marque et son client. Je terminerai là-dessus. Eh ben, c'est beau. Merci à toi Stéphanie. Merci à toi Adam. À la prochaine. Au revoir.